Bien, bonjour, et je suis très heureux de participer à cette première réunion et longue vie à l'association. Je suis sûr ça, il y a un long parcours. Et je vais vous parler des phénotypes de la BPCO. Est-ce que je suis légitime pour en parler? Je pense que oui, puisqu'on a beaucoup travaillé avec une cohorte un peu concurrente de Colibri qui s'appelle Initiative BPCO. Il y a beaucoup de cohortes en France sur la BPCO, et en particulier avec Pierre-Régis Purgel, qui a beaucoup publié. Vous verrez que je vais citer mes conflits d'intérêts. Alors, on va commencer par des définitions. Quand on parle de phénotype, on parle de quoi? La définition classique, c'est un ensemble de caractéristiques observables d'un individu résultant de l'interaction entre les facteurs génétiques et environnementaux. Alors, le plus simple, c'est le déficit en alpha-antitrypsine. Paf, vous avez un facteur génétique, vous allez avoir un patient qui va s'exprimer, qui va présenter un tableau clinique particulier. Mais tout n'est pas comme ça, et il a fallu revenir un peu cadré, parce que pourquoi pas dire un phénotype blond avec les yeux bleus, ou grand, voilà. Hein. Donc on est passé avec une notion de pertinence clinique, c'est-à-dire qu'il fallait, dans les génotypes, dans les phénotypes, qu'il y ait une histoire naturelle et une réponse thérapeutique particulière qui permette d'isoler certains groupes. La deuxième définition, c'est l'endotype. C'est l'abréviation d'endophénotype. C'est un sous-type d'une maladie définie par un mécanisme physiopathologique commun ou la réponse à un traitement particulier. Là-dedans, on pourrait en discuter. On va discuter de l'éosinophiles. Et puis, vous allez entendre parler beaucoup de médecine de précision. Vous connaissez la médecine de précision? Ça va nous revenir, je ne sais pas ce qu'on en fera. Globalement, c'est de faire des traitements ciblés sur les besoins individuels du patient, sur la base génétique, phénotypique et psychologique, permettant de distinguer un patient des autres, y compris dans le même groupe. Le but, c'est d'améliorer le traitement et minimiser les effets secondaires. Alors le but, vous avez une population hétérogène, le but, c'est d'avoir que des patients en vert, c'est-à-dire avec un effet positif sans effet secondaire. Et le but, c'est d'éviter les patients en rouge, c'est-à-dire aucun bénéfice et tous les effets secondaires, ce qu'on peut voir dans certains traitements quand ils sont inutiles. Voilà un peu posé le problème. Si on se projette sur la BPCO, vous avez un groupe complètement hétérogène. À gauche, vous avez des grands, des petits, des essoufflés, on le verra ça tout à l'heure. Vous allez les regrouper. Et souvent, le regroupement s'est fait sur les études cliniques, parce que le phénotype, c'est une portée clinique, c'est votre particularité dans le quotidien. Vous allez regrouper des groupes. Vous allez avoir des groupes. Ça, c'était la tendance phénotypique et prise en charge de la BPCO. Actuellement, de plus en plus, et je ne sais pas si ça va s'arrêter ou pas, vous voyez qu'on éclate le phénotype pour revenir à l'individu, parce qu'on va dire que, par exemple, vous pouvez avoir un emphysème grand et maigre avec des comorbidités cardiovasculaires. Donc vous allez sortir du sujet qui est pléthorique et bleu avec des comorbidités cardiovasculaires. Vous voyez, on revient à l'individu, et là, on se retrouve à contre-courant du phénotype. Alors, la BPCO, moi je me souviens quand je faisais les premières réunions avec les collègues, les étudiants me disaient ça n'existe pas. Souvent on avait des débats animés et finalement ils n'avaient peut-être pas tort, parce que si on prend la notion de phénotype, la BPCO elle est définie par un trouble obstructif, par un trouble fonctionnel. C'est un VMS sur CVF inférieur à 70% après prise d'un bronchodilatateur. C'est le critère principal de la définition, il y en a d'autres. Le deuxième élément qu'on retrouve dans la définition, c'est la notion de comorbidité. Et quand vous allez rajouter tout ça, on se rend compte qu'en fait, on a une maladie qui est complètement complexe, avec une grande hétérogénéité, comme on l'a vu sur le plan radiologique. Vous voyez, on n'a pas un patient en face, on a des patients, et c'est là que les phénotypes vont intervenir. Alors, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, puisque en 60, je pense que c'est Novartis ou Ciba qui avait fait à l'époque un symposium pour l'insuffisance respiratoire obstructive et la BPCO. Et vous connaissez ce schéma, vous les avez peut-être vus. C'est Netter, qui est un chirurgien qui aime bien dessiner. Il avait fait le maigre et rose et le gros et bleu. Vous voyez que ce ne sont pas les mêmes patients. Pourtant, ils ont le même trouble obstructif. Ils ont la même anomalie fonctionnelle. Donc, on se rend bien compte sur le terrain que ce ne sont pas les mêmes patients. Et quand on regarde ensuite les phénotypes, quels sont
les particularités qui pourraient nous faire regrouper des patients. Alors si on prend l'origine, sur le génotype, la seule anomalie vraiment bien identifiée, c'est le déficit en alpha-antitrypsine. Après, vous avez les protéases, etc. Ce sont des marqueurs, mais on a moins d'association d'un profil patient avec cette anomalie génotypique. Le deuxième élément, évidemment, c'est l'environnement. Parler de BPCO sans parler de tabac, donc tabac, maladie respiratoire, profil particulier. Pollution. Et ici, les biomasses, les produites par les combustions de bois, etc. Les agents infectieux. On pense beaucoup à la théorie infectieuse de la BPCO et les infections de l'enfance. Certains médicaments qui peuvent entraîner bronchiolite. Donc, vous voyez la cause. Le résultat, le patient qu'on va avoir en face, qui va être la conséquence de ces anomalies, on va regarder qu'est-ce qui est pertinent sur le plan clinique. Alors, vous avez le sexe, le fait d'avoir de l'asthme, l'atopie. Aucune, nous on a travaillé là-dessus, il n'y a aucun élément particulier d'évolution et de prise en charge particulière. La dénutrition, oui, ça joue, mais pas tout seul, dans un cadre bien défini qu'on va voir. Vous avez les comorbidités. Là aussi, ça va jouer, mais si vous prenez un cardiaque tout seul, avec un VEMS altéré, vous ne pourrez pas dire que ça va jouer de manière unique. Il faudra regrouper tout ça. Tout et expectoration, la bronchite chronique, oui. Le déclin rapide du VMS, c'est tout le problème du souffle, et ce dont on a parlé tout à l'heure, dans la BPCO. Et les deux problèmes qu'on a dans la BPCO et dans l'emphysème, vous prenez quelqu'un qui a un emphysème majeur sur un cliché thoracique et un scanner, et qui vous dit « tout va très bien, je ne suis pas essoufflé, etc. » Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on le surveille, on n'en fait rien, parce que c'est le symptôme et la fonction respiratoire qui vont nous aider. Et dans la chirurgie, il y avait le seuil de VMS et le transfert du CO très bas qui faisait une contre-indication. Bon, on regroupait d'autres éléments avant la chirurgie, mais ce n'était pas déterminant. Et après, BPCO précoce contre BPCO tardive, là aussi, la prise en charge va rester la même, on n'a pas de particularité. La réponse à des tests thérapeutiques. Alors, les bronchodilatateurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, la définition de la BPCO, elle a complètement changé. Enfin, elle s'est grandement modifiée, pour le moins. On disait que c'était des patients qui avaient un trouble obstructif, au début non réversible. C'est devenu peu réversible. Et depuis la cause, les critères de réversibilité dans une BPCO ont été très, très modifiés. Et en particulier, dans les grandes études cliniques comme Uplift avec le tiotropium, il y avait 40% des patients qui étaient réversibles avec les critères de réversibilité variables. Les stéroïdes, certains disaient de faire un test aux corticoïdes pour séparer ce qui est asthme et BPCO. Les marqueurs, on aimerait avoir un marqueur comme la glycémie, comme l'hémoglobine glyquée, comme le pro-BNP dans l'insuffisance cardiaque. On n'en a pas. Donc sur la branche, on a essayé le NO, il y a eu le sérum, on va y revenir, c'est peut-être l'éosinophiles. Enfin, l'imagerie, elle va porter un complément. Mais ce n'est pas l'imagerie qui va vous porter le diagnostic d'une pathologie, et ce n'est pas l'imagerie qui va vous donner le profil patient et la prise en charge. Vous pourrez dire, j'ai un trouble obstructif qui porte sur les voies distales, vous faites un scanner en expiration forcée, vous avez une imagerie d'une bronchiolite distale, là vous dites, eh bien voilà. Mais si vous trouvez une bronchiolite comme ça, vous n'allez rien en faire. Vous n'allez rien en faire. Moi, je fais des tours, on n'en fera rien. Donc, vous voyez que l'imagerie ne permet pas d'isoler un phénotype. Donc, c'est difficile. C'est pour cela qu'il y a des analyses maintenant qui se font en mode, on regroupe les variables, et la grande mode, c'est les clusters. Les clusters, c'est pas compliqué. Chaque trait que vous avez, ce sont des sujets. Ça, c'est notre cohorte. On avait 302 patients. Au début, on en a plus de 1000 maintenant. On avait fait cette analyse. Dans un premier temps, vous séparez les variables qui vous paraissent importantes, vous sélectionnez les sujets en fonction des variables, et vous les regroupez, et puis vous allez couper à un moment où ça vous paraît intéressant. Si vous coupez tout au bout, vous allez avoir deux types de groupes de patients. Vous allez avoir les fumeurs et les non-fumeurs, à tous les coups, hein, c'est comme ça. Par contre, il faut trouver une coupe qui est intéressante en termes de clinique et que ça porte quelque chose sur le plan clinique. Alors voilà les résultats de cette étude qui avait été publiée dans l'European Respiratory Journal par Pierre-Régis Burgel, qui est un grand spécialiste français du phénotype. Il s'intéresse beaucoup à ça.
Alors là, vous voyez, il isole 4 phénotypes. Premièrement, le type 1, sujet jeune, il a une maladie respiratoire sévère. Alors, qu'est-ce qu'on évalue dans maladie respiratoire? Il y a la dyspnée, le trouble ventilatoire obstructif et les exacerbations. La cachexie, et il n'a pas de comorbidité cardiovasculaire. Bien, globalement, si on prend ça, c'était notre emphysème, notre pink puffer. Le type 2, c'est le sujet plus âgé, maladie respiratoire modérée, obèse, pas de comorbidité. C'est le fumeur qui a peu d'activité physique, chez qui on fait une fonction respiratoire et on trouve un trouble obstructif non réversible. Le type 3, c'est un jeune également qui a une maladie moins sévère. Et en gros, globalement, là aussi, c'est du dépistage chez un fumeur. Il n'a pas de cachexie, il n'a pas de comorbidité. Le type 4, phénotype 4, c'est le sujet âgé avec une maladie respiratoire modérée, obèse et avec beaucoup de comorbidité. C'est le blue bloater qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il isole 2 groupes depuis qu'on fait 2 phénotypes qui n'apparaissaient pas, depuis qu'on fait du dépistage de la fonction respiratoire beaucoup plus souvent chez le fumeur. Alors, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça sert à quelque chose quand vous avez ce patient en face de dire, tiens, celui-là, c'est un maigre essoufflé, celui-là, c'est plutôt un gros avec des maladies cardiaques? Est-ce que ça change quelque chose à votre vision du patient? Alors, eh bien oui, parce que quand on regarde l'évolution en fonction, donc vous vous souvenez, phénotype, il faut qu'il y ait soit une évolution particulière, soit un traitement particulier. Eh bien, quand vous regardez la mortalité, le type 2, sujet jeune qui n'a rien, qui tout va bien, vous voyez, il meurt moins que ceux qui sont 1, 2, 3 et 4. Vous voyez que ceux qui meurent plus, c'est le 1 et le 4, c'est-à-dire le pink puffer et le blue bloater de tout à l'heure. Et c'est pas rien quand vous comparez le type 2 au type 1, par exemple, le sujet jeune qui va bien à un sujet maigre, cachectique, etc., la mortalité, je dis bien, avec le même trouble obstructif, la mortalité, elle est multipliée par 8. Donc ça correspond à une réalité clinique. Donc vous avez un groupe, vous vous dites, celui-là, ça va aller plus mal que chez un autre. Alors si on se met maintenant en situation clinique, à quoi faut-il penser et que nous apportent les phénotypes? Premier phénotype connu, c'est le déficit en alpha-antitrypsine. On retrouve un déficit chez 1% des BPCO. Pourquoi? Parce qu'on peut compenser ce déficit par de l'alpha-antitrypsine, on peut la compenser. Le problème, c'est que les études récentes montrent que peut-être l'évolution de la fonction respiratoire n'est pas tellement modifiée, mais n'empêche qu'on a un traitement spécifique chez ces gens-là. Deuxième type de phénotype qui nous intéresse, en sachant que ce n'est peut-être pas un phénotype, mais simplement un marqueur d'évolution particulier de la BPCO ou un facteur de gravité, ce sont les exacerbateurs fréquents. Arbitrairement, on a dit qu'un exacerbateur fréquent, c'était une BPCO qui faisait au moins 2 exacerbations par an. Eh bien, là, c'est intéressant d'isoler, de reconnaître. Vous voyez, vous êtes dans le cabinet, là, il ne faut pas 250 trucs, parce qu'il va y avoir, c'est devenu une cible traitable, l'exacerbation. Troisième phénotype qui peut être intéressant, c'est la bronchite chronique. Alors la bronchite chronique, on avait un médicament qui montrait un intérêt là-dedans, c'était le roflumilaste, qui est un inhibiteur des phosphodiestérase 4, donc qui pourrait apporter chez ce type de patient. Pourquoi la bronchite chronique? Car il semble qu'avoir une toux expectoration expose à un risque d'exacerbation plus fréquente. Donc, c'est important de savoir si on a la bronchite chronique et peut-être après sur le terrain, ce sont des gens chez qui les médecins ont tendance à mettre un anticholinergique pour les assécher. C'est-à-dire quand ils arrivent dans première intention, le traitement qu'ils vont mettre dans le bronchodilatateur, ils vont souvent choisir l'anticholinergique pour les assécher. Quatrième phénotype qui est important, c'est l'ACO. C'est l'asthme plus BPCO. Asthma, COPD, overlap. On ne sait pas si c'est de l'asthme à BPCO. On va le voir tout à l'heure. Et enfin, le dernier point qu'on va développer, c'est la BPCO avec le problème des éosinophiles. Voilà. Le phénotype exacerbateur. Donc vous avez en face de vous, je ne sais pas, M. Dupont, je vais donner... vous avez l'impression que vous dites, comment je vais le prendre en charge? Vous allez l'interroger. Cette étude, c'est Eclipse, qu'est-ce qu'elle a montré? En rouge, c'est le suivi. Ils ont classé les patients en fonction du nombre d'exacerbations. Vous voyez que quand vous suivez les exacerbateurs fréquents en rouge, l'année d'après,
il reste, la plupart d'entre eux restent des exacerbateurs fréquents. Et si vous les suivez l'année d'après encore, il y en a 80% qui sont des exacerbateurs. Donc quand on prend en charge ce type de patient, on sait qu'on est dans un phénotype stable. Le gars, il ne va pas changer en 2 minutes, et ça va être important, parce que les recommandations vont s'appuyer là-dessus. Et donc ils ont fait un profil, ce sont principalement, vous demandez au patient comment s'est passé l'année d'avant, s'il dit « j'ai fait 2 fois la grippe, j'ai eu 2 fois les antibiotiques », c'est un exacerbateur, et donc c'est un sujet à risque. Deuxièmement, ce sont les sévères qui sont exacerbateurs, des bronchites chroniques, il y a un point d'interrogation, mais il semble que ce soit un facteur, et ils associent le reflux, l'inflammation systémique, et ils posent la question qui se pose chez l'exacerbateur fréquent, est-ce qu'il y a un profil exacerbateur avec éosinophile? On va y revenir, parce que là, ce serait un problème un peu particulier, ce serait un patient un peu particulier, vous verrez qu'ils seront pris en charge de manière un peu particulière. L'ACO, l'ACO, les Espagnols, ils ont vu bien, c'est une limitation du souffle chez un fumeur ou ex-fumeur avec un diagnostic d'asthme. C'est un fumeur qui siffle, vous ne savez pas s'il a de l'asthme ou pas, ou alors vous avez un asthme et vous avez un BPCO qui est très réversible. Et là, vous dites c'est de l'asthme, c'est pas de l'asthme. Alors, c'est important de reconnaître ça. En particulier, il y a un paramètre qu'ils ont rajouté. Vous voyez que la réversibilité, maintenant, c'est 15% et 400 millilitres. Avant, c'était 15% et 200. Maintenant, c'est 15% et 400. C'est très évocateur d'un asthme. Maintenant que l'on sait que la BPCO elle-même peut être réversible et le taux sanguin d'éosinophiles supérieur à 300. Eh bien, pourquoi en pratique? Parce que ça justifie la prescription d'un corticostéroïde inhalé qui ne fait pas partie de la prise en charge de la BPCO. L'éosinophilie. Alors, l'éosinophilie, on s'est rendu compte que les BPCO avec une éosinophilie supérieure à 300 par microlitre avaient des exacerbations plus fréquentes et une moins bonne qualité de vie. Le deuxième élément, on s'est rendu compte que les patients qui étaient BPCO, vous savez qu'il y a un grand débat sur les corticoïdes inhalés dans la BPCO, vous allez l'avoir également, parce que tous les laboratoires arrivent, ceux qui ont des doubles bronchodilatateurs, ceux qui ont un corticoïde plus un LABA, et ceux, vous verrez très bientôt, ceux qui ont la trithérapie, qui ont le LABA, le LAMA et le corticoïde dans le même système. Eh bien, on s'est rendu compte dans les études que quand on met un corticoïde, on a un effet bénéfique chez les gens qui ont des exacerbations et on améliore la prévention des exacerbations. Ils font moins d'exacerbations et on diminue le nombre d'exacerbations de 15 à 25%, surtout si c'était des exacerbateurs fréquents. Donc si je prends M. Dupont comme ça, je lui mets une trithérapie, j'aurai peut-être un effet bénéfique sur les exacerbations. Par contre, si je prends M. Dupont qui a fait 3 exacerbations avant l'année d'avant, je risque d'avoir un effet supérieur. C'est ce qu'ont montré les dernières études, le produit de GSK. Et le dernier point, c'est pour savoir si c'est important, vous avez un patient qui est stable, il est très bien, il a un corticoïde, des bronchodilatateurs, vous dites « je vais arrêter le corticoïde » parce qu'autour du corticoïde se pose le problème de l'effet secondaire et du risque de pneumonie. Eh bien, vous pouvez l'arrêter sans problème, sauf que les patients qui avaient une éosinophilie supérieure à 300 vont avoir une diminution du VMS et une majoration des exacerbations. Et donc, il semble bien exister un phénotype clinique de patients qui vont bénéficier de la corticothérapie. Et donc, vous allez voir que ça rentre dans les recommandations. Et donc, si on résume, si vous avez un patient, je ne vous demande pas de faire de prise de sang à tout le monde, mais vous avez fait une exacerbation, vous avez fait une prise de sang avec une formule. Si le patient a moins d'éosinophiles, le corticoïde ne lui apportera rien. Si le patient a plus de 300, le corticoïde l'améliorera. Si vous êtes entre 100 et 300, c'est en fonction du nombre d'exacerbations et votre sentiment clinique. Donc vous voyez, en dessous de 100, pas de corticoïde. Au-dessus de 300, le corticoïde apportera quelque chose. Et le point important, je vous ai dit, c'est que, est-ce que les phénotypes, ça sert à quoi de phénotyper le patient? Est-ce que ça nous apporte en clinique? Vous avez la Société espagnole de pneumologie qui ont essayé de faire une prise en charge des BPCO en fonction du phénotype clinique. Alors, premièrement, il n'y a pas d'exacerbateur, on met un bronchodilatateur. Le deuxième phénotype, c'est l'ACO. Eh bien là, on met le bronchodilatateur et un corticoïde. Le troisième phénotype, ils ont distingué l'emphysème exacerbateur. Vous voyez qu'on commence à se chevaucher un peu. Eh bien là, ils rajoutent encore des fluidifiants.
Et le dernier point, c'est l'exacerbateur. Ils ont isolé avec bronchite chronique, et là, ils mettent l'inhibiteur des PD4, c'est un peu les superthéophylines qu'on n'a pas eu, dans le roflumilaste. Et puis, il y a les macrolides qui entrent en jeu. Donc, vous voyez que les phénotypes cliniques, on aurait pu traiter comme ça, sauf qu'on ne traite pas comme ça. Voilà les dernières recommandations Gold. Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, est-ce que les phénotypes sont rentrés dans les recommandations? Alors, vous savez que ce qui a changé, c'est qu'il y a 2 étapes dans la prise en charge d'une BPCO. Le traitement initial, et qu'on réévalue dans un second temps. Le traitement initial, si vous prenez le Gold ABCD, vous avez 2 grandes catégories de patients. Ceux qui ne sont pas exacerbateurs, la colonne du bas, les 2 colonnes du bas, et ceux qui sont exacerbateurs. Alors, vous avez ceux qui n'ont pas de retentissement sur la qualité de vie, les colonnes de gauche, et ceux qui ont un retentissement sur la qualité de vie en raison de la dyspnée et d'un CAT élevé. Mais vous voyez que dans ce groupe d'exacerbateurs avec une altération de la qualité de vie, on trouve une indication un peu particulière avec les 2 étoiles, c'est de mettre un corticoïde plus un bronchodilatateur si le taux d'éosinophile est supérieur à 300. Donc là, c'est d'emblée, vous avez quelqu'un qui a exacerbé, vous avez une prise de sang où il a 300 d'éosinophiles, peut-être, c'est un choix, ce n'est pas une option absolue, peut-être le corticoïde lui amènera quelque chose. Vous revoyez les patients. Alors là, le Gold vous dit c'est pas compliqué. Et vous voyez qu'on sort complètement là, du phénotype. On est dans le symptôme, le phénotype, on s'en fout. Vous pouvez être gros et essoufflé, vous pouvez être maigre avec des exacerbations, vous pouvez avoir un bronchite chronique pas essoufflé. Vous voyez que les recommandations, le phénotype n'en fait pas partie actuellement. Et vous avez deux groupes, et là, vous mettez dans la case que vous avez prescrite initialement, et vous regardez comment est le patient. Admettons, par exemple, c'est un patient qui était essoufflé, je lui avais mis un corticoïde plus un bronchodilatateur. Eh bien, s'il reste essoufflé, je lui mets un 2e bronchodilatateur, j'enlève le corticoïde. Attendez, on n'avait pas le pointeur. On avait un pointeur. Bon. Vous voyez, c'est la colonne de gauche, la 2e ligne. Ou alors, le problème, c'est d'arrêter le corticoïde. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Eh bien, vous voyez que là, les gens qui restent essoufflés sous corticoïde, la tendance, c'est de les arrêter. Ou si vous êtes dans la colonne là-bas, plus ICS, vous pourrez faire un essai de trithérapie, mais là également, s'il n'y a aucun résultat, vous arrêtez et vous passez à d'autres options, que sont le traitement, etc. Mais en particulier, un point important, c'est de regarder si le patient est bien adapté et si c'est bien manipulé son système. Parce que les études ont montré que quelqu'un qui ne sait pas manipuler son système est exposé à faire des exacerbations par manque de traitement. Vous êtes dans le bras exacerbation, c'est-à-dire vous avez mis un traitement, le patient revient, il y a 3 mois, il a pris des antibiotiques, corticoïdes, parce qu'il a fait une exacerbation. Eh bien là, vous êtes dans la même situation, sauf il y a la seule situation qui est importante, c'est celle de droite, le bras de droite, le parcours de droite. Vous avez mis 2 bronchodilatateurs, ils continuent à exacerber. S'il y a moins de 100 éosinophiles, ça ne sert à rien de lui donner le corticoïde. Vous passez directement à d'autres méthodes thérapeutiques, le roflumilaste, etc., dont on ne dispose pas. Si vous avez mis un corticoïde plus là-bas, un ICS plus là-bas, eh bien là, pareil, vous pouvez passer à la double bronchodilatation si vous ne l'avez pas fait, ou à la trithérapie, surtout si le patient a des éosinophiles supérieurs à 100. Surtout, éventuellement. Donc, vous voyez que le taux d'éosinophiles inférieur à 100 définit quand même une démarche thérapeutique. Donc, les phénotypes, ça sert à évaluer le patient lors de la première consultation. Donc, est-ce que ça a une valeur pronostique? Je vous ai dit les phénotypes qui peuvent avoir une valeur pronostique. Par contre, la prise en charge thérapeutique, elle se fait essentiellement sur le symptôme, ce qui est contre le phénotype. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, premièrement, quand on a en face un BPCO, ce n'est pas le même, c'est une maladie hétérogène, que le phénotype, c'est quelqu'un qui doit être identifiable sur le plan clinique. On n'a pas de marqueur biologique à l'heure actuelle. Qu'un phénotype n'a un intérêt que si vous avez un lien avec l'évolution et la réponse à un traitement particulier. C'est-à-dire que si vous avez un gros, vous allez le faire maigrir, ça peut être intéressant.
Les essais cliniques qui se feront à l'avenir, pour l'instant ils se font sur le VMS, les exacerbations, ils devront tenir compte des phénotypes. Parce que peut-être, jusqu'à maintenant, on n'a aucun traitement qui permet de dire on a amélioré, on a prolongé la vie des BPCO, mais peut-être que si on avait pris les maigres et cachectiques contre les gros bleus, à ce moment-là, peut-être qu'on aurait sorti des résultats un peu différents. Et c'est vers ça qu'on va s'orienter, parce que c'est un peu décevant d'avoir aucun traitement qui améliore la survie des patients. Il nous manque un marqueur. Il nous manque un marqueur essentiel pour sélectionner les patients et évaluer le suivi. On n'a pas le pro-BNP, le BNP qu'ont les cardiologues dans l'insuffisance cardiaque. Il nous manque ça. Et puis, le dernier point, à quoi vont servir les phénotypes? Est-ce qu'on va continuer à phénotyper? Tout le monde y va, il y a l'ostéine, etc., des différents marqueurs. Alors que l'orientation, c'est au contraire de tout éclater et de revenir à l'individu lui-même, de ne pas voir le groupe. Voilà, donc c'est une réflexion que je vous soumets. Merci, je vous remercie. Merci à vous, M. Tramière. Donc, sans tarder, donc, on va donner la parole à la salle s'il y a des questions. Pas tous à la fois. Bien. Ben, merci, Roger, pour ton exposé. Moi, je voulais demander sur le plan pratique, combien de temps on se donne pour évaluer un traitement? Et est-ce qu'on l'arrête complètement, même s'il y a une réponse partielle? Parce qu'on sait très bien que c'est même des malades qui sont très lourds. Une amélioration objective, c'est quasiment impossible. Et donc, on se fie toujours à ce qui est subjectif, quoi. Est-ce que ça va mieux ou pas? Ou est-ce qu'il ne s'est pas aggravé? Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, pour évaluer un traitement, dans un truc comme la BPCO, il faut 3 mois. C'est ce qui est recommandé. Et l'évaluer chaque fois. Mais si tu veux, le problème, l'amélioration partielle, si quelqu'un est stable, tu ne touches pas le traitement. On laisse le traitement. On ne touche le traitement que s'il y a eu dyspnée, aggravation ou exacerbation. Si quelqu'un va bien, tu ne touches pas le traitement. Ça, c'est, même si après c'est du feeling, même si c'est partiel, tu as l'impression que le patient est stable sur ce traitement, on ne touche pas. Voilà, et 3 mois. C'est Bakhatar. J'avoue qu'en pratique, on ne fait pas le dosage des isotropines dans les expectorations. D'après votre pratique et les recommandations, faut-il le faire en pratique de ville ou pas? Non, parce que c'est très simple. Pour faire une expectoration induite, il faut que vous fassiez un aérosol de salé. Il faut que vous ayez un kiné qui fasse cracher la personne derrière. Ça va vous prendre 40 minutes. Nous, entre 30 et 40. Après, sur un patient qui crache comme ça, on ne sait pas d'où va venir l'éosinophiles. Voilà, ça c'est quand on parle, c'est l'expectoration induite. Après, sur le crachat simple, moi je crois qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, même s'il y a une corrélation avec les taux sanguins, parce qu'il y a une telle variation dans l'éosinophilie, quelle qu'elle soit, en particulier sanguine, on peut avoir des taux qui varient de 25%. J'ai fait un protocole, moi quand j'étais jeune interne, j'étais témoin, et dans ce protocole, on nous faisait des prises de sang avec le dosage d'éosinophiles à 8 heures, à 12 heures, à 16 heures et à 20 heures. Eh bien, la variation, et c'est pour ça ceux qui avaient donné le pourcentage, 2% d'éosinophiles, on n'en parle plus, c'était mort. Vous pouviez avoir 2% le matin, 4% à midi, 1% à 16 heures, etc. Ça variait dans la journée. Donc c'est pour ça qu'il faut se tenir au taux sanguin, en nombre de cellules, et sur l'expectoration, moi je ne le ferai pas. Nous, on ne le fait jamais. Enfin, à l'hôpital, on peut le faire, c'est l'exception. Encore 2 petites questions. 1, 2. Et je demande à Amine s'il veut toujours poser sa question tout à l'heure. Merci, monsieur, pour cet excellent exposé. C'est vrai qu'on reçoit parfois des malades qui ont la triple thérapie et chez qui les exacerbations ne cessent pas. Quelle est votre expérience dans le roflumilast? Roflumilast, alors. Merci. Vous l'avez à disposition, vous l'avez. Alors, le roflumilast, je vais vous en parler parce que j'étais au board national du produit qui allait le lancer. C'était Almiral qui l'avait. Et on a mis beaucoup d'espoir sur ce produit. Il y a eu deux problèmes. Il est commercialisé. Dans les essais cliniques en France, on a eu 2 problèmes qui sont arrivés. C'est qu'il donnait des troubles digestifs. Et en France, on avait l'affaire du Mediator. Les troubles digestifs, ça a joué contre. Et surtout, ils se sont, comme tous les traitements, on leur a demandé d'avoir un impact net sur le VMS.
Or, ce qu'ils apportaient, eux, c'était un impact sur le VMS qui était modéré, mais surtout un intérêt dans les exacerbations chez les sujets BPCO avec bronchite chronique et exacerbateurs. Je pense que c'est une très bonne indication. D'ailleurs, les Allemands le font, les Mexicains le font. Nous, il n'a jamais été remboursé en France. Alors vous allez me dire, eh bien, je vais essayer la théophiline. Je ne sais pas si la théophiline dans cette indication peut apporter quelque chose, parce que c'est un inhibiteur non sélectif des PDE. Nous, l'expérience clinique dans les essais que j'ai, moi, j'aimerais en disposer pour les bronchites chroniques exacerbateurs. Voilà. Ça va être l'avant-dernière, parce que je ne peux pas refuser une question à Monsieur le Président. Merci beaucoup, professeur Escamilla, pour cet exposé. Je voudrais avoir vos sentiments par rapport au cut-off du sang sur les éosinophiles. Parce que autant sur 300, ça me paraît correct, autant sur le sang, est-ce que vous ne pensez pas que le cut-off est trop bas pour avoir finalement... Est-ce que c'est une histoire de droit de donner la corticothérapie inhalée chez ces patients? Parce que vous savez, le cut-off de sang, est-ce que ce n'est pas dérangeant? Est-ce qu'il ne vous paraît pas trop bas? Sang. Le problème, je vais vous donner mon sentiment. Alors là, ça va déborder votre question très simplement. C'est que dans l'industrie pharmaceutique, il y a deux types de labos. Il y a ceux qui ont un corticoïde et il y a ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont un corticoïde ont toujours voulu que la BPCO, on ne l'associe pas avec asthme. Parce qu'à ce moment-là, vous me dites asthme, corticoïde. Alors là, ça, tout le monde est d'accord. Si vous dites BPCO et corticoïde, personne n'est d'accord, en particulier toutes les recommandations internationales. Et donc, à ce moment-là, toutes les études se sont intéressées à l'éosinophiles. Donc, vous voyez, pour rentrer dans la BPCO avec l'éosinophiles. Alors, le sang, c'est ce qui est sorti de toutes les études, hein. Que ce soit même la dernière avec celle de GSK, laquelle c'est Impact. Les noms, il y en a tellement, c'est Impact. Moi, je crois que le corticoïde apportera beaucoup chez les gens qui ont 300. 100, vous trouvez que c'est trop limitatif? Je crois que c'est ce qui ressort des études. Et puis ce qui est fait là par le Gold, c'est quelqu'un de très neutre. Hein. C'est Singh qui est... vous le connaissez, Singh. C'est quelqu'un d'assez neutre. Hein. Voilà. Je vous dis ce qu'il dit. Hein. Vous vouliez combien, vous? Quel seuil? C'est moment. On est pris par le temps. S'il vous plaît, une petite question. La place de l'azithromycine chez des malades exacerbateurs et qui ont déjà des comorbidités, j'imagine. Donc, les proposer un traitement azithromycine à petite dose, je pense, avec des risques de torsade de pointe, faut quand même un examen cardiovasculaire avant, la durée. Quelle est votre expérience sur la place de l'azithromycine? L'azithromycine. L'azithromycine. Voilà. Alors, quand on a des exacerbateurs répétés sous traitement maximal, moi, l'azithromycine, moi, ça m'a apporté beaucoup. Parce que vous allez avoir... Alors, après, le problème, l'étude s'était faite avec un comprimé par jour. C'était pour simplifier le protocole, pour pas que les gens oublient, etc. Maintenant, il semble que des doses moindres, par exemple 250 d'azithromycine lundi, mercredi, vendredi, ou peut-être 5 jours, vous allez avoir, c'est pas compliqué. Sur une saison, vous allez avoir des gens qui vont être transformés. Après, il faut les surveiller au début, voir le QT, comment il est. Et le deuxièmement, c'est l'oreille. Bon, mais l'oreille, c'était un peu apparu dans le protocole. Mais le répondeur à l'azithromycine, on ne peut pas l'arrêter. Alors la question que se pose, c'est est-ce qu'on le fait toute l'année ou est-ce qu'on le fait, par exemple, d'octobre à mars, ce qui se faisait par les anciens. Hein. Les anciens mettaient du Bactrim, mettaient un antibiotique pour prévenir. Et nous, les jeunes, on dit c'est une bêtise. Voilà. Mais moi, je suis pour. Hein. Même si c'est débattu, hein, mais on parle d'exacerbateurs sous traitement. Voilà. Donc, avant de donner le micro à professeur Abdellaoui, j'ai une petite question et une remarque. D'abord, votre attitude vis-à-vis du reflux, du RGO, est-ce qu'on doit le traiter systématiquement et est-ce qu'on doit le rechercher systématiquement? Parce que souvent, quand on le cherche, et d'autant plus, ça, tu le sais, j'ai assisté à une de tes présentations, que la relation entre les deux est très mitigée et je pense qu'elle est souvent là. La deuxième question, c'est que dans la salle et vous-même, combien parmi nous qui ont des malades au groupe C et qui ne donnent qu'un lama? Combien de je pose la question. Oui, vous-même et la salle, qui ont des malades du groupe C et qui ne donnent que lama. Un groupe C qu'avec un lama? Oui. Oh,
Moi, j'attaque toujours par un seul. Alors, à choisir, donc dans le groupe C, c'est un bronchodilatateur longue durée d'action. Ouais. Il n'y a pas de choix qui est préconisé, sauf que maintenant, on recommande plutôt le LAMA, parce qu'il semble que ça a un effet un peu mieux sur les exacerbations. Et deuxièmement, sur les sécrétants, on a quand même un effet antisécrétoire intéressant. Alors, sur le reflux, c'est pas compliqué. Je vais faire un pro-contre au prochain congrès d'allergologie sur les toux, et je vais être contre l'usage du traitement à titre empirique pour une raison simple. S'il y a un reflux clinique, en avant. Il faut soigner le patient, parce que le reflux va l'aggraver, il va avoir des problèmes. Si on a des arguments paracliniques pour un reflux, et ce n'est pas la gastroscopie, c'est une pH-métrie, on va soigner. Mais après, soigner à titre systématique, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça apporte quelque chose chez ce type de patient, parce que la problématique du reflux, ce n'est pas uniquement le liquide qui remonte acide, c'est des réflexes vago-vagales qui vont jouer. On le fera demain, ça. Je vous le ferai demain sur la toux. Merci. Et je peux dire un mot à la réponse sur l'emphysème. J'ai répondu à l'emphysème. Je ne vous vois pas. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Excusez-moi, en tant qu'être... Je répète un petit peu ma question. Alors, vous avez un patient, d'accord, qui a un emphysème au scanner, qui est dyspnéique. Vous ne retrouvez pas de trouble ventilatoire obstructif à la spirométrie. Qu'est-ce que vous faites? Très bonne question. C'est que le trouble obstructif, là, on va s'en moquer. On va regarder la distension. On va regarder on va opérer sur le VR et la CPT, plétismographie. Le reste, ça n'a aucun intérêt. Non, là-dessus. Le deuxième point, comme nous l'a dit notre collègue radiologue, c'est que l'étude MESA aux États-Unis, quand vous avez ce type de patient, il faut regarder s'il n'y a pas, en plus de l'emphysème, une participation cardiaque, parce que chez les grands distendus, avec des programmes d'IRM, etc., ils ont montré que ça se comporte, le cœur, comme une tamponnade aérique. C'est les deux éléments qui doivent jouer. Mais ce qui compte, c'est la distension. Moi, je vous le dis parce que quand on a fait l'étude avec les COI, avec Gaëtan Delay, avec les ressorts, les critères d'inclusion, c'était la distension. Merci. Ça va? Merci beaucoup, Monsieur Roger. C'est moi qui vous remercie. Et